Les hôpitaux sont occupés à tous les jours, vraiment occupés. Là, à chaque fois qu'il y a des interventions, tous les postes sont importants, que ce soit les médecins ou des brancardiers, comme dans votre entreprise. Aujourd'hui, on est ici pour vous présenter notre analyse de votre centre hospitalier. On est la firme BBGM, représentée par Catherine Bergeron, Marie-Pierre Gagné ainsi que moi-même, Heidi Berthet. La présentation va se dérouler comme suit. On va commencer tout d'abord par l'analyse qu'on a fait du centre hospitalier avec les facteurs de succès ainsi que les défis que vous pourriez rencontrer. Ensuite, on va continuer avec les problématiques qu'on a soulevées suite à cette analyse-là. Les stratégies qu'on pourrait mettre en place pour régler, corriger ces problématiques-là. Il va y avoir un suivi qui va être fait également suite aux stratégies. Il va y avoir un échéancier qui va être abordé pour mettre en place ces stratégies-là. Ensuite, la conclusion et une période de questions pour vous permettre de mieux comprendre nos stratégies. Notre mandat, c'est de proposer une nouvelle procédure qui va permettre au CHMS, Ma Santé, au Centre hospitalier Ma Santé, pour vraiment aider à l'embauche du nouveau personnel et pour aussi aider parce qu'il y ait moins de brancardiers qui soient négligents envers les patients. C'est vraiment sur ça qu'on va miser aujourd'hui. Donc, on a fait l'analyse de votre centre hospitalier. On a ressorti des facteurs de réussite. Premièrement, les conditions de travail de l'emploi de brancardiers. Les conditions sont vraiment... c'est une accessibilité de l'emploi qui est facile à atteindre. Par exemple, il n'y a pas besoin de diplôme pour faire ce travail-là. Et il y a des bonnes conditions de travail. On a un taux horaire qui est quand même assez intéressant, des horaires qui peuvent être flexibles. Donc, c'est intéressant et il y a beaucoup de demandes qui peuvent... il y a beaucoup de demandes pour être brancardier. Ensuite de ça, il y a des possibilités d'avenir. Par exemple, il y a environ 20% des brancardiers qui ont changé de poste pour aller dans un autre poste au centre hospitalier. Donc, il y a des possibilités d'avenir dans le centre. Aussi, il y a une bonne visibilité du centre hospitalier sur les réseaux sociaux et aussi sur le site web. Donc, ça permet encore là de faire du bon recrutement. L'image du CHMS, qui a quand même une bonne image au niveau de la population. Et le développement des nouvelles technologies, ça, c'est une opportunité pour le déplacement. Ça peut faciliter les déplacements des brancardiers et des patients. Pour ce qui est des défis qui pourraient survenir à votre entreprise, on a tout d'abord soulevé la formation qui est de courte durée pour les brancardiers qui arrivent dans l'entreprise. Elle n'est pas très longue, elle est très courte, de durée d'une journée à peu près. Ensuite, le taux de roulement des brancardiers qui est très élevé. Ensuite, la négligence des brancardiers, les plaintes de clients qu'on a reçus. Le système d'identification, les clients, des fois, ils se plaignaient, ils se plaignent, mais ils ne savent pas c'est qui le brancardier qui les a suivis lors de leur transport. Pour les deux problématiques, ça va être tout d'abord le processus d'embauche qui va être à revoir complètement du tout début des critères jusqu'à l'embauche de l'employé directement, ainsi que le système d'identification. Les stratégies de recrutement, ça va être tout d'abord la mise à jour de l'offre d'emploi. Ensuite, l'amélioration des formulaires et l'ajout des lettres de recommandation au CV et à l'entrevue, ainsi que l'ajout de capsules vidéo. La mise à jour des critères, en fait, c'était une bonne idée de Mme Foy qui était d'aller voir les brancardiers, c'est quoi leur emploi maintenant, qu'est-ce qu'ils font maintenant avec les nouvelles technologies, parce que c'est pas les critères ne sont pas nécessairement adaptés aux nouvelles technologies qui sont survenues. Donc, ce serait vraiment d'aller voir qu'est-ce qu'ils font, puis voir si c'est vraiment cohérent avec les critères qui sont déjà établis. Ensuite, on pourrait remettre des critères qui sont autant physiques que mentaux à l'emploi, ce qui permettrait, parce qu'on a déjà 75% d'hommes qui sont là, puis ça permettrait aussi d'avoir plus de femmes, plus de sensibilité, le côté sensible des femmes qui sont peut-être moins présents un petit peu, qui permettrait aussi que ce soit humain le contact avec les patients. Pour l'amélioration des formulaires et l'ajout des lettres de recommandation, ça c'était M. Jacob qui avait proposé cette idée-là. L'ajout de questions sur la personnalité dans les formulaires, on trouvait que c'était une idée globale, mais c'était pas assez spécifique. C'est sur papier, donc on peut un peu inventer et ça ne dit pas vraiment ce qu'on veut savoir sur la personne. Et les lettres de recommandation
Sauf que c'est facile de dire à son ami, est-ce que tu pourrais m'aider un petit peu, puis mettre un petit peu plus de force que de faiblesse pour m'avantager pendant la sélection. Donc, c'est facilement corruptible de lire de recommandation. Alors, on trouvait que c'était quand même une bonne idée, mais qu'il fallait l'améliorer. Pour les capsules vidéo, c'est en fait lorsque la demande d'emploi va être faite chez la personne qui veut travailler dans votre entreprise, va envoyer son CV ainsi que le formulaire d'emploi. Mais on va demander aussi une capsule vidéo. En fait, ces personnes-là vont pouvoir se présenter. On va pouvoir les voir dans leur état naturel, comment ils sont. Ils vont pouvoir se montrer avec les personnes de leur entourage, mettons leur grand-mère qui est de mobilité réduite. On va vraiment voir leur aspect humain des choses. Aussi, ça va nous permettre d'avoir une meilleure perception des gens qui veulent travailler avec nous, de les voir avant même de les rencontrer pour qu'on puisse vraiment spécifier l'entrevue lorsqu'on va être avec eux. Aussi, on va vraiment miser sur le contenu de la vidéo et non la qualité. Ils peuvent le filmer avec leur iPhone ou leur caméra s'ils en ont une à la maison, mais c'est vraiment pas ça qu'on va se fier. Ça va être vraiment qu'est-ce qu'ils vont mettre et comment ils vont le faire qu'on va vraiment aimer avoir. Ça va vraiment être un projet personnalisé. Pour les stratégies pour le processus de sélection, on avait proposé l'ajout de questions face à la réaction au stress. Quand on est stressé, comment on réagit. On trouvait que les questions, encore une fois, c'était trop large. On a le temps de réfléchir avant de répondre à la question. Donc, c'est pour ça que vous allez voir ce qui va suivre, ça va corriger ça. Donc, le pentagone de sélection, c'est un peu pour corriger ça, vous allez voir. L'ajout de questions, c'est comme j'ai dit, le temps de réflexion, c'est moins réaliste comme ils ne sont pas dans la situation. Le pentagone de sélection, c'est en fait, lors de l'entrevue, on va amener les personnes sur 5 tables. Il va y avoir 5 tables avec des personnes, des évaluateurs différents, avec des questions différentes. Ensuite, les questions, ça va être vraiment pour voir comment ils font face à leur stress, comment ils gèrent leur stress, voir s'ils sont stressés plus rapidement que d'autres, qu'est-ce qui les stresse, parce que chaque personne est différente. C'est un peu ce qu'on va essayer d'aller voir avec ça. Il va y avoir 5 catégories de questions. Une pour l'empathie, jusqu'à quel point la personne va être empathique. On va pouvoir voir la sensibilité, on commence à l'éprouver sur quand la personne va ressentir la douleur du patient, on va pouvoir l'aider avec ça. Aussi, on va avoir un autre qui s'appelle l'urgence et le stress. Si en déplaçant le patient, il fait un AVC ou il tombe de sa chaise, comment la personne va réagir face à ça? Les personnes qu'elle va aller chercher, ça va être vraiment important dans cette catégorie-là. Aussi, les patients colériques, il y en a beaucoup. Fais ci, fais ça, amène-moi là. Puis là, ils sont plus contrôlants. On veut voir comment les personnes réagissent face à des patients comme ça, qui ont plus de troubles, ou des fois avec les médicaments, ils ne sont pas nécessairement naturels comme ça, mais dû aux médicaments, ils vont être plus colériques. Aussi, on a des patients, on peut dire, muets. C'est ceux-là qui ne parlent pas d'émotions, qui vont être comme ça tout le long, mais souvent, c'est les plus difficiles à gérer. On ne sait pas très bien quoi leur dire, comment faire les choses, donc ça va être vraiment de voir qu'est-ce qui est bien de faire avec ces gens-là, et aussi le travail en équipe. C'est beaucoup un travail individuel pour le déplacement de chaque personne. On n'a pas besoin, souvent on va demander de l'aide pour les déplacements, mais c'est beaucoup plus individuel. Mais le travail d'équipe reste tout de même très important. Donc c'est pour ça qu'on va faire on va poser des questions plus par rapport avec le travail d'équipe pour voir comment ils réagissent, parce qu'on ne veut pas seulement des personnes qui travaillent pour eux-mêmes, parce qu'on est tout un groupe et on travaille tous ensemble. Le carré de l'intégration, pour rester dans les formes, on va vous expliquer un peu plus c'est quoi. Le carré de l'intégration, ça va être lorsque le client, la personne qui travaille avec nous va être embauchée. Premièrement, on va faire, en fait ici, on voit que ça va être 4 ateliers de 4 heures. En fait, on va varier selon les horaires, s'ils veulent plus venir de jour ou de soir, la fin de semaine. On a trouvé qu'une journée de formation, ce n'était pas suffisant pour vraiment bien les mettre en contexte dans le centre hospitalier. On ne veut pas non plus qu'ils soient obligés de faire un DEP ou d'autres études pour ça, mais vraiment, on trouve qu'une semaine, 4 ateliers de 4 heures, c'est vraiment moins qu'une semaine, ça va vraiment permettre de plus connaître et de vraiment mieux répondre aux besoins des patients. La première atelier, ça va être l'observation. Un groupe de 2 ou 3 personnes vont être avec un bras qui va être déjà là en fonction et puis qui va déjà tout connaître, qui va être à l'aise d'avoir des personnes avec, vont pouvoir l'observer, poser des questions tout au long de ces 4 heures-là, voir comment il faut faire les choses, on va prendre des notes.
Ensuite, le deuxième 4 heures, ça va être une formation. On va vraiment leur montrer comment les appareils fonctionnent, comment le nettoyage des appareils fonctionne, parce que c'est vraiment eux qui sont en charge de tout ça, de tout ce processus-là. Ensuite, ça va être les mises en situation. On a décidé qu'il allait y avoir 4 mises en situation. 2 qui vont être individuelles et 2 en équipe. Puisque j'ai dit précédemment que le travail d'équipe était très important. Ces mises en situation-là vont être faites avec des comédiens. On les met un peu en isolation, en cellule, avec des comédiens. Et puis là, on prend maintenant des patients plus colériques, etc., pour voir comment ils vont réagir face à ça. Et on prend des notes et on fait un suivi. Tout au long, à la fin de la journée, on va revenir sur chaque événement, comment ils ont réagi, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui sera amélioré. Le quatrième, ça va être un stage supervisé. En fait, ça va être le nouvel employé qui va pouvoir faire les opérations et puis va être noté comme un stage face à ça. Donc, c'est ce qui complète le carré d'intégration. Par la suite, une des deuxièmes problématiques qu'on avait établies, c'est le système d'identification. Ça va faire partie du suivi pour évaluer notre processus d'embauche, si ça venait fonctionner, si la négligence a vraiment été abolie. Donc, pour le système d'identification, on a pensé à, après chaque déplacement, les brancardiers vont devoir faire des rapports. Dire le patient qu'ils ont déplacé, de quelle chambre à quel endroit, à quelle heure. Donc, vraiment, pour savoir, puis ça va être informatisé. Donc, si un patient fait une plainte, ça va être facile de retracer le brancardier qui l'a déplacé. Ensuite de ça, des rapports de transport. Et pour vraiment bien évaluer si la négligence a été abolie chez les brancardiers, on va faire appel à des patients mystères. Ça peut être une firme extérieure. C'est, par exemple, ça ne prendra pas beaucoup de chambres ou de temps, mais on va faire appel à eux. Et puis, ils vont faire une comédie, ils vont faire une mise en situation. Et puis, le brancardier va falloir qu'il s'adapte à ça, qu'il réagisse à ça. Et on veut vraiment voir si la négligence, si la manière dont on l'a formé, si l'humanisation du brancardier est là. Donc ça va être une manière de voir si le processus d'embauche qu'on a établi a vraiment fonctionné et si la négligence a été abolie. Pour l'échéancier, comme j'avais dit, ce qui va être en premier lieu à avoir à faire, ça va être la mise à jour des critères pour être sûr d'avoir les bonnes personnes et qu'il n'y ait pas qu'ils ne soient pas bloqués par des limites physiques qui, même si, parce qu'il y a des gens qui étaient aptes avant, peut-être, puis qui ne pouvaient pas à cause qu'ils n'avaient pas les capacités physiques de le faire. Donc, ça pourrait accueillir des gens qui ont les capacités mentales de faire cet emploi-là. Ensuite, on mettrait en place le système qu'on vous a parlé, le carré d'intégration, le pentagone. Ce serait des choses qui seraient à mettre en place tout de suite pour que tous les nouveaux employés fassent partie de ce système-là. Ensuite, la mise en place du nouveau système, le nouveau système de rapport ainsi que des patients mystères. Merci. Donc, pour conclure, l'amélioration du processus d'embauche avec toutes les méthodes qui ont été utilisées, ça va amener une humanisation des soins, puisque la négligence va être abolie, sinon très réduite. Et donc, ça va amener au succès, puisque l'image des patients, la dernière image que les patients vont avoir, ça va être un bon brancardier, une bonne image. Donc, merci de votre écoute. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser, ça va me faire